Comment se manifeste la blessure d'humiliation en contexte professionnel? Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur tous les comportements limitants, maladaptatifs qui freinent la productivité chez l'adulte ambitieux. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et de rester connecté. Pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est la continuité des épisodes que j'avais déjà entrepris concernant les blessures d'âme en contexte professionnel. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite nous entretenir sur, la blessure d'humiliation. Cette blessure d'humiliation, comprendre comment elle se manifeste, déjà d'où elle vient, comment elle naît chez l'enfant, qui grandit, comment elle se manifeste en contexte professionnel. Mais vous savez, les manifestations d'une blessure, heu, on va dire, elle peut s'extrapoler à différents contextes professionnels dépendamment de comment le masque justement de la blessure est porté. Elle peut se contaminer rapidement, et assez facilement dans le contexte aussi bien privé que public. Je parle sur cette chaîne uniquement du contexte professionnel, mais beaucoup des sujets que je vais aborder et que j'ai déjà abordés peuvent, aisément, n'est-ce pas, se laisser interpréter et utiliser, dans d'autres contextes, et dans d'autres sphères de vie. Pour revenir à la blessure d'humiliation, de quoi s'agit-il? Selon, les, recherches qui ont été faites, la blessure d'humiliation naîtrait chez l'enfant entre 1 an et 3 ans. Il serait plus lié en fait à une blessure qui serait causée par la mère. Pourquoi? Parce que c'est une blessure qui est liée à la propreté, qui est lié à la prise d'autonomie, qui est lié à la prise de responsabilité et souvent ce sont des rôles, n'est-ce pas, qui sont, joués par, la maman. Comment apprendre à être propre, comment, apprendre à être plus autonome, comment justement prendre responsabilité. Souvent ce sont des rôles que la maman joue, mais c'est pas forcément lié à la mère. C'est une blessure qui peut être, causée à la fois par le maman et le papa ou même si je peux fas parler de façon un peu plus globale, ça peut être joué à la fois par le symbole masculin et féminin qui nous a éduqués, parce que beaucoup peuvent être éduqués par des tantes, par des grands-mères, par des grandes sœurs même ou par toute autre personne ou aussi par des oncles et cetera. Du coup, comprenez vraiment que la blessure, d'humiliation, c'est la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, est liée un sentiment de gêne et de honte qui serait né lors d'un contexte d'apprentissage de la propreté ou lors d'un contexte d'apprentissage, on va dire de l'autonomie. Par exemple, des remarques désobligeantes lorsqu'on apprenait à lire, à écrire ou lorsqu'on apprenait à marcher ou des remarques désobligeantes lorsqu'on apprenait à prendre la propreté, vous voyez? Souvent, on lance comme ça des pics, à des enfants par rapport à leur, on va dire à leur rapport à la propreté, mais on ignore que souvent les enfants n'ont pas la hauteur émotionnelle et la hauteur psychologique pour accueillir pleinement, ce genre de pic-là, ce genre de réflexion-là. C'est souvent même on va dire, malheureusement, c'est souvent ce qui est remarqué, mais les enfants souvent n'ont pas la bonne hauteur de savoir recevoir les critiques souvent, donc il est très important de savoir, on va dire, peser ses mots avant d'adresser une certaine critique aux enfants. Donc la blessure d'humiliation est vraiment liée, en fait, à des critiques liées à la prise d'autonomie, l'apprentissage, excusez-moi, de la propreté également. Ça peut aussi être lié à un sentiment de honte que l'enfant percevrait chez l'adulte. Par exemple, en grandissant, l'enfant s'est rendu compte que, bah, les parents avaient un peu honte de lui parce qu'il n'était pas beau, il n'avait pas une belle qualité de peau, il n'avait pas une belle qualité de cheveux, soi-disant. Il n'était pas aussi, svelte ou aussi potelé, que les autres enfants de son âge. Donc ce sont des enfants qui ont reçu très tôt des remarques. Donc ils ont i des remarques sur leur physique et sur leur apprentissage et sur leur capacité à être propre. Donc très tôt, ils ont développé une mésestime d'eux-mêmes et qui, à l'adulte se reflète comment? Ça se reflète de la sorte. Premier point pour, justement détecter une personne qui souffrerait d'une blessure d'humiliation en contexte professionnel, beh, c'est une personne justement qui porte le masque du masochiste. C'est le masque que porte une personne qui a subi de l'humiliation, c'est l'auto-humiliation et l'autoflagellation. Ce sont des personnes qui comme ça, on ne sait pas pourquoi, sous couvert d'humour, parce que souvent, on va dire, les octaves hautes de cette blessure d'humiliation, bah, c'est l'humour, c'est un humour vraiment, dénigrement vis-à-vis de soi, c'est un humour qui se met toujours en situation un peu, comme ça désobligeante, abaissante, ou alors ça peut vraiment être des personnes qui clairement,
montrent un gros complexe. Alors là, un gros complexe d'infériorité, ce sont des personnes qui se positionnent de façon très claire en dessous des autres. Il y a pas plus clair. Une personne qui a tendance à s'auto-humilier, s'auto-flageller ou aussi quelque part à anticiper, n'est-ce pas, les humiliations en faisant des blagues sur elle-même, par l'autodérision, heu, ce sont des personnes justement qui peuvent manifester une blessure, d'humiliation et ça peut se démontrer en contexte professionnel par quoi? Par le fait que, ce sont des personnes justement qui tolèrent assez, rapidement, mais que d'autres personnes leur manquent de respect, qui tolèrent l'infantilisation, un collègue, un manager qui commence à infantiliser, et beh, pour eux, ce sont malheureusement des postures, qu'ils acceptent, des personnes qui souffrent, des blessures d'humiliation parce que quelque part, on va dire, c'est un schéma comportementaux qu'ils ont déjà engrammé depuis l'enfance et un schéma comportemental, qui leur est très familier. Donc pour eux, c'est assez évident, pas évident, mais c'est très commun, de tolérer, le manque de respect, de tolérer les critiques désobligeantes, les critiques rabaissantes, de tolérer, des propos un peu infantilisants. C'est vraiment comme ça qu'on peut détecter une personne qui souffre, de blessures, d'humiliation. Le deuxième point que j'ai noté, c'est le sentiment d'impuissance, d'embarras et de honte. C'est vraiment des sentiments très présents, en ces personnes-là. Le sentiment toujours d'être impuissante, le sentiment de ne pas pouvoir faire les choses par elle-même. Vous voyez, ça fait encore écho au fait justement de ne pas avoir été soutenue dans le processus d'apprentissage lorsque ces personnes étaient jeunes. L'embarras qui est vraiment lié à la honte de soi. Vous savez, lorsqu'on apprend la propreté, mais c'est quelque part lié à notre dignité. Voilà, la dignité, c'est quelque chose qui est vraiment aussi très, fortement ancré. La dignité et le manque de dignité, c'est quelque chose qui est très ancré chez une personne qui souffre de blessures de rejet, d'humiliation, excusez-moi, qui souffre de blessures d'humiliation parce que c'est lié, ça fait écho comme ça, au problème de propreté et aussi ce sentiment de honte. La honte de ne pas être assez, la honte de ne pas être accepté, la honte de d que les autres aient honte de nous, vous voyez comme ça, ce cercle un peu vicieux là, ce cercle infernal dans lequel ce genre de personnes s'enferment, et ben c'est simplement ça. Ensuite, nous avons, une timidité et une mise en retrait excessive. Mais si tout le temps on a ce sentiment d'impuissance, de savoir, mener un projet de bout en bout, on a ce sentiment justement d'embarras, de honte, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir, je sais pas moi, de ne pas représenter assez fortement dans l'image mentale que nous avons par exemple de l'entreprise ou du client vers qui il fallait démarcher et cetera. C'est une timidité excessive et qui nous pousse à être en retrait et clairement une personne qui est en retrait, c'est une personne qui ne rentrera jamais dans le game justement de la du prospect, dans le game, de savoir, démarcher pour avoir de nouveaux clients, grossir son portefeuille, interne et cetera. Ce sont des personnes justement, qui clairement manqueraient de ce genre d'atout. Ensuite, on a un souci avec la liberté. Pourquoi la liberté? Parce qu'une personne qui souffre de blessures d'humiliation, elle a honte de quelque part s'occuper d'elle-même. Elle a un rapport assez, on va dire, heu heu, pas très clair et pas très sain à ses propres besoins. Donc pour se sentir exister, pour donner quelque part un sens à sa vie, pour elle, ça passe par le fait de s'occuper des autres, quitte à quelque part, s'étouffer elle-même ou quitte à ne pas forcément, avoir assez de temps pour s'occuper de soi-même, de s'occuper de ses propres dossiers. C'est clairement une personne, en fait, qui comme ça, en fait, est très envahissante. C'est une personne très envahissante qui veut toujours s'occuper des autres, vraiment un peu comme le syndrome de l'infirmière, qui veut toujours, ps prendre soin des autres ou alors qui aussi ne savent pas dire non, c'est un autre point plus bas, mais c'est vraiment lié à un souci de liberté. Ce sont des personnes qui ne savent pas, on va dire, saisir fortement leur liberté, savoir, s'affirmer. C'est un très, 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 très alors là, très gros souci, pour ces personnes parce qu'elles ne savent pas mettre des limites. Elles se sentent, exister en rendant des services aux autres. Clairement, c'est le syndrome du masochisme. C'est une personne qui ne sait pas dire non, à des demandes qu'on lui fait parce que, il faut rendre service, il faut, être disponible pour les autres. Il faut être, on va dire, livré aux désirs et aux besoins des autres.
Et justement, c'est le fait de ne pas poser des limites, c'est le fait d'avoir du mal à poser ses limites, de ne pas comprendre que, eh beh, il faut souvent savoir poser des limites, savoir dire non. C'est un gros souci pour, ce genre de personnes. Elles ne savent pas dire non, et c'est assez dommage parce qu'en contexte, professionnel, vous savez, c'est un peu la recherche de, on va dire, d'avantages et d'intérêts personnels souvent. Il y a souvent aussi beaucoup d'intérêts personnels, surtout dans le monde de l'entreprise, et lorsqu'on ne sait pas dire non, et bah, ce sont des personnes qui se font facilement manipuler. Elles se font facilement manipuler, elles se font facilement abuser justement parce que, beh, il y a pas cette notion-là de savoir, vous voyez, prendre soin de soi. Ensuite, il y a la peur du conflit, voilà, le fait de ne pas savoir, on va dire imposer ses limites, de poser ses limites de façon saine et claire en adulte responsable. Mais si on a peur de ça, on a peur aussi, on a aussi cet inconfort, n'est-ce pas, à saisir pleinement sa liberté, eh beh, on a peur du conflit, et donc parce qu'on a peur du conflit, on accepte un peu plus volontiers les désirs et les besoins des autres. Voilà, ce sont les autres qui décident et nous, bah, on baisse la tête et on abdique, voilà. Ce sont des personnes qui ont vraiment peur du conflit, et c'est un peu dommage parce que le conflit en soi n'est pas, c'est inévitable en fait que l'on soit en contexte professionnel, entrepreneurial et même aussi, autre, hein, que ça soit en famille, entre amis, le conflit est inévitable en fait. Ça fait partie des relations humaines. Donc en soi, avoir peur du conflit, c'est quelque chose d'absurde. Voilà, parce que le conflit, c'est le propre même, en fait, des relations humaines. Il faut pas avoir peur du conflit, au contraire, il faut juste savoir comment désamorcer le conflit et savoir comprendre comment, eh beh, sortir son épingle du jeu. Mais ces personnes-là, elles ont peur du conflit, dépendamment du fait aussi que, ben elles sont habituées à s'humilier, à faire taire leurs besoins. Elles sont habituées justement, à ressentir ce sentiment d'impuissance, d'embarras, le fait aussi de toujours vouloir être en retrait de façon, excessive. Et aussi le fait de s'auto-saboter, de se refuser, n'est-ce pas, beh, de de réussir. Parce qu'en soi, la réussite, c'est la volonté de réussir. En tout cas, lorsqu'on veut réussir sur le long terme de façon vraiment très performante et alignée, il faut se connecter à nos besoins et à notre plaisir. Et ces personnes-là, justement, elles s'auto-sabotent, souvent très, fréquemment parce qu'elles ont ce problème-là de ne pas déjà savoir poser des limites. Elles ont aussi un très gros problème, au sentiment de plaisir, parce que le plaisir, la blessure d'humiliation aussi, elle naît justement de le fait de ne pas avoir été accepté dans la découverte de plaisir aussi. Le fait de reprimer ses plaisirs, c'est aussi l'une des causes du sentiment, de la blessure d'humiliation, et lorsqu'on s'auto-sabote, c'est justement cette peur de réussir, cette peur d'avoir du plaisir à réussir, cette peur d'avoir du plaisir à réseauter, à comprendre justement, à gagner même de l'argent. Gagner de l'argent aussi, c'est aussi une source de plaisir, et beaucoup de personnes, beh, refusent d'accepter justement cette connexion au plaisir d'avoir de l'argent, d'être performant, d'apporter de la valeur et de faire, avancer les choses. Du coup, il y a aussi ce côté vraiment, d'auto-sabotage, heu, qui peut aussi être expliqué par le fait de ne pas se sentir digne, voilà. Elles ont une image mentale comme ça de l'existant. Elles se sentent pas dignes de, de représenter tel client. Elles ne se sentent pas dignes d'avoir un tel projet. Elles ne se sentent pas dignes d'avoir une telle somme d'argent. Elles se sentent pas dignes de parler à tel type de personne, et vous voyez comme ça vraiment des images mentales, même pas obsolètes, mais vraiment, qui n'ont même pas lieu d'être parce qu'elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, et ben, elles s'enferment comme ça dans des comportements, j'ai envie de dire absurdes. Donc le fait de s'auto-saboter, ça se retrouve beaucoup, bah, chez les personnes, qui, souffrent, de blessures, d'humiliation. Ensuite, il y a aussi le fait d'être gêné à demander de l'aide, un peu comme, la blessure, d'abandon aussi, qui peut aussi être identifiée qu'une personne qui a peur, qui a vraiment cette gêne-là à demander de l'aide. Parce que demander de l'aide quelque part, c'est reconnaître son on va dire, son impuissance, et donc vous voyez comme le sentiment d'impuissance, c'est un sentiment qui est vraiment ancré en elles, et ben souvent elles peuvent comme ça s'enliser encore et encore parce qu'elles ont simplement peur de demander de l'aide. Elles ont cette gêne-là, cette honte-là de demander de l'aide, de ne pas être à la hauteur,
elles anticipent le fait que leurs collègues, leur manager aient honte d'elles parce qu'elle n'est pas à la hauteur et du coup comme ça ça s'enlise encore et encore. C'est vraiment très, toxique tout ça et vous êtes d'accord avec moi qu'en contexte professionnel et même en contexte entrepreneurial, ça a ses limites, ce genre de comportement. Voici ce qu'il en était des blessures, des on va dire de comment se manifeste une blessure d'humiliation en contexte professionnel. Maintenant, comment guérir une blessure d'humiliation? Il y a rien d'exhaustif, c'est juste moi des points comme ça et que j'ai identifiés, on va dire pertinents. Évidemment, il faudrait vous soumettre, à des personnes dont c'est le métier, à des thérapeutes, il faudrait vous soumettre si vraiment vous êtes une personne ambitieuse, vous avez des grands projets pour vous-même, il faut savoir vous soumettre à des thérapies sans pour autant, axer un trop gros poids là-dessus et n'oubliez pas que le plus important, c'est votre autonomie affective et émotionnelle. Il faut savoir, couper certains liens, et certains schémas de pensée, en fait, qui ne vous profitent pas. Donc ce que je vous propose ici n'est pas forcément exhaustif, mais ce sont des points que j'ai trouvés essentiels. Évidemment, le premier point, c'est quoi? C'est de s'accepter en tant que personne souffrant de blessures d'humiliation. Oui, il faut l'accepter parce que le 1er pas pour guérir de quelque chose, c'est déjà reconnaître qu'on est soi-même malade. Si on n'a déjà même pas cette, lucidité de comprendre que, on en souffre, croyez-moi, aussi peut être puissante votre ambition et votre volonté, vous n'irez pas très loin. Donc commencez à accepter justement que vous souffrez d'une blessure de rejet, d'humiliation. Commencez à accepter justement que c'est votre passé, c'est votre histoire. Vous n'avez pas forcément besoin de vous flageller, d'autant plus par rapport à ça et acceptez également, de vous pardonner. Pardonnez-vous d'avoir été cette personne qui a été, aussi, on va dire aussi, masochiste envers elle-même. Ça commence vraiment par là. Le deuxième point, c'est, travailler son rapport au plaisir. Ça peut paraître, farfelu, et peut-être même incompréhensible pour certaines personnes et croyez-moi, lorsque on a cette facilité, par exemple, à parler aux gens, c'est parce qu'inconsciemment, vous ressentez du plaisir à parler aux autres. Vous ressentez du plaisir à découvrir les personnalités des autres, vous ressentez du plaisir à découvrir les projets des autres. Lorsque, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes une personne très performeuse, parce que vous ressentez du plaisir à d'avoir de l'autosatisfaction vis-à-vis du travail que vous délivrez. Finalement, tout ce qu'on fait qu'on pose comme acte, c'est relié au plaisir. Mais c'est tellement ancré en nous que on n'en a pas conscience. Alors que les personnes justement qui ont un rapport toxique au plaisir, on peut rapidement voir comment leur vie est très limitée parce qu'elles n'ont pas ce plaisir-là à poser des actes très simples comme parler avec autrui, réseauter, prendre des nouvelles. Elles n'ont pas de même aussi le rapport à la nourriture parce que si la blessure de l'humiliation, l'une des conséquences de la blessure de l'humiliation, c'est un rapport assez tendu avec la nourriture. Soit elles sont des personnes, anorexiques parce que justement, elles se privent de la nourriture ou alors ce sont des personnes boulimiques parce que justement cette compensation-là, du fait de ne pas avoir, plaisir et conscience de leur propre corps ça peut passer par, une compensation justement alimentaire. Donc ce rapport au plaisir, le fait de manger, de voir du monde, de manger des bons plats autour des personnes intéressantes, tout ça en fait, ce sont des plaisirs en fait et les personnes justement qui n'ont pas de plaisir à faire des choses aussi simples, n'est-ce pas? Qui relèvent du fondamental de l'humain, ce sont des personnes, très limitées. Donc il faut apprendre à travailler votre plaisir, votre rapport au plaisir. Il n'y a rien de malsain à avoir du plaisir. Ne vous culpabilisez pas à avoir du plaisir. Arrêtez de vous auto-flageller parce que vous voulez ressentir du plaisir. Il faut travailler votre rapport au plaisir. Évidemment, vous êtes une personne, adulte et responsable, il n'est pas question de développer des vices, mais c'est même pas une parenthèse à ouvrir, en fait. Mais juste de façon, adulte et responsable, travaillez votre rapport au plaisir. Tolérez, vous acceptez, en fait, d'avoir des plaisirs et cessez de vous culpabiliser par rapport à ça. Si vous aimez vous habiller de façon un peu, on va dire sophistiquée, élégante autorisez-vous à aller dans ce sens. Si vous voulez, avoir une coiffure d'un certain style, autorisez-vous à aller dans ce sens. Si vous voulez porter des bijoux, d'une certaine marque, dépendamment de vos moyens, offrez-vous ces bijoux, en fait. Mais vraiment votre rapport au plaisir, il faut vraiment le développer et l'accentuer. N'ayez pas peur d'en faire trop. Surtout si vous souffrez de blessures d'humiliation, c'est la voie de la guérison, hein.
Ensuite, savoir se prioriser et marquer ses limites, parce que la blessure d'humiliation, c'est toujours l'autre, 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 tourner vers l'autre. Comment va l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Comment je peux exister dans les yeux de l'autre? Non, il faut commencer maintenant à savoir se prioriser, identifier ses propres besoins, apprendre à avoir du temps pour soi. Ça rejoint le point précédent sur le rapport au plaisir. Savoir marquer ses limites pour dire non, savoir dire non. Après, pour équilibrer la balance, peut-être que les premiers non seront un peu trop, excessifs, mais après, au fur et à mesure, vous saurez réguler vos non. Il faut apprendre à travailler sur vos non, c'est très important pour ne pas vous faire manipuler, pour ne pas vous faire, rouler, pour ne pas, vous faire, abuser. Il faut apprendre à travailler vos non, savoir identifier vos besoins, ne pas taire vos besoins parce que vous voulez, combler les besoins de l'autre, qui sont même souvent ne sont pas des besoins, mais des envies. Donc vous effacez vos besoins fondamentaux parce que vous voulez faire plaisir aux envies, vous voulez combler les envies d'autrui. C'est complètement malsain, en fait. Du coup, il faut vraiment travailler, n'est-ce pas, là-dessus. Et ensuite, on a le travail du respect, le respect qu'on a vis-à-vis de soi-même, le fait justement d'accepter, de comprendre qu'il est temps de cesser de vous auto-flageller, de vous auto-humilier, sous couvert d'humour. Non, il faut savoir mettre les points sur les i, le respect que vous avez vis-à-vis de vous-même, le respect que les autres aussi vous accordent et le respect aussi que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres parce que comme ça, de façon envahissante, accepter toutes les demandes d'autrui, c'est même pas aussi sain pour eux-mêmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voici les points que j'ai identifiés par rapport à comment guérir une blessure d'humiliation. Évidemment, je vous invite à vous rapprocher, d'une personne compétente dont c'est le métier, si vous voulez approfondir dans ce sens. Maintenant, avant de terminer, avant de clôturer cette, capsule, cet épisode, quels sont les bénéfices à travailler une blessure d'humiliation? Eh ben, c'est déjà un bel humour parce que déjà une personne qui aime bien s'humilier, c'est une personne vraiment, si on va dire la développer, on va dire, elle a évolué vers les octaves hautes de la blessure d'humiliation. C'est une personne qui a beaucoup d'humour et l'humour, vous savez, c'est la première clé pour connecter avec les gens, pour se faire un réseau, pour avoir justement, des personnes qui vous aiment bien, qui se sentent à l'aise avec vous. C'est une personne qui a un bel humour. Du coup, eh beh, si vous travaillez sur votre blessure d'humiliation, vous serez une personne avec un bel humour qui saura justement être un très beau communicant. C'est le deuxième point, qui saura vendre de façon alléchante des projets intéressants, qui saura mettre en avant des projets intéressants. Vous voyez vraiment, c'est plutôt l'aspect humain ici qui est mis en avant et c'est aussi une personne qui aura du respect, qui saura imposer un respect, qui saura imposer des cadres de respect, qui saura respecter les autres et tout ça, ce sont des clés humaines, n'est-ce pas? On va dire des soft skills qui sont intéressantes pour le développement d'un projet. Pour le développement d'une entreprise, ça passe beaucoup par l'humain. Rares sont les fois où, juste les compétences techniques suffisent ou, on va dire les compétences pointues suffisent. Vous pouvez performer dans un moment, vous pouvez même performer très loin si vous êtes juste technique, mais croyez-moi, pour vous stabiliser et pour vous prolonger, vous projeter dans la durée, il faut immanquablement, alors là, c'est vraiment immanquable, il faudra immanquablement développer vos compétences humaines. Et une personne qui a traversé sa blessure d'humiliation, c'est une belle personne, une belle clé pour connecter. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Avec plaisir, je lirai vos retours, par rapport à ce que j'ai pu partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de connecter, de partager aussi et faites-moi des retours en commentaire, de ce que vous aurez, de ce que vous en pensez. Voilà. Merci beaucoup pour votre, écoute et votre belle présence. Je vous dis à très bientôt. Ciao.